On est souvent d'accord avec ce qui est partagé par nos invités, mais pas toujours. Donc, s'il vous plaît, tenez-nous-en pas trop rigueur. L'objectif, c'est d'échanger ouvertement afin de mieux se comprendre. Alors, bienvenue chez vous et bonne écoute. Bonjour, bonsoir, bienvenue à Maudite Marge, le podcast sur la marginalité dans Marge 12-17. Je me présente Tristan Delorme, je suis le directeur général de l'organisme En Marge 12-17 et j'ai avec moi deux beaux invités, une de l'interne et un de l'externe, mais quand même reliés avec En Marge. Donc, j'ai bien hâte de les entendre se présenter parce qu'ils ont quand même un gros CV et ils vont parler de plein de choses aujourd'hui avec nous. Donc, je vous tends la balle pour vous présenter. Allez-y comme vous le sentez. Qui va en premier? OK, ben je vais prendre la parole. Yeah! Je prends la balle au bon. Donc, moi, c'est Laure. Je suis intervenante en Marge 12-17 depuis un peu plus de 3 ans. Donc, j'étais intervenante de plancher. Là, j'ai occupé plusieurs postes dans différentes sphères, différents volets. Puis, en ce moment, je dirais que je fais du travail de proximité. Donc, moi, je décris le travail de proximité comme un peu l'idée d'aller à la rencontre des jeunes, où est-ce qu'ils sont. Donc, j'essaie de voir où est-ce que je peux les retrouver, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble, puis comment est-ce qu'on peut être en lien. Mais ça, c'est un peu mon premier chapeau parce que je viens un peu ici aujourd'hui avec un double chapeau parce que je suis aussi candidate à la maîtrise en travail social à l'Université du Québec à Montréal. Puis, là, je suis en train de finaliser là, mon projet de recherche, là, mon mémoire qui va être déposé sous peu. Puis, dans ma recherche, je me suis intéressée à l'expérience des jeunes à Montréal, au centre-ville de Montréal, dans les espaces publics. Mon projet, il s'intéresse à la jeunesse en général comme population marginalisée. Donc, mes résultats, ils se penchent vraiment sur la catégorie plus large de la jeunesse, des jeunes de 14 à 25 ans. Mais je pense qu'on veut voir un peu aujourd'hui que ça va toucher aussi les jeunes marginalisés encore plus. Là, évidemment, les questions de l'accès puis de l'appropriation à l'espace public. Fait que c'est ça. Je me suis surtout penchée sur les discriminations, les inégalités vécues dans l'espace urbain, puis comment ça affecte un peu l'expérience des jeunes dans cet espace-là, puis comment ça affecte aussi leur trajectoire de vie. Donc, c'est pas mal ça. Merci, bienvenue. Puis, dans le fond, évidemment que la marginalité, ça touche ton travail, mais également ton mémoire. Ça se peut que ça touche un petit peu avec ce qu'on va discuter aujourd'hui. Et puis, de l'autre côté, on a... Jérémy Lamarche, c'est moi. Pronom il, je suis organisateur communautaire au Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, le RAPSIM. Ah, c'est Oui, ça. le RAPSIM. Dans le fond, nous, on est un regroupement d'organismes communautaires dont En Marge est membre. Yes. Puis moi, comme organisateur communautaire, je travaille pas directement la majorité du temps avec des personnes marginalisées, mais on fait plus de la représentation politique ou de l'organisation d'actions pour faire la défense collective des droits des personnes en situation d'itinérance. Ça fait 3 ans à peu près que je suis au RAPSIM. Puis mes dossiers, c'est la judiciarisation de l'itinérance, l'enjeu des campements, puis du droit de cité, de l'accès à l'espace public. Fait que c'est un peu ça, vite comme ça. Wow, fait que vous l'aurez compris, on a quand même une configuration micro-macro pour parler des enjeux qui, en fait, faudrait remercier, je sais pas si c'est la Ville ou la Société de transport de Montréal. Il y a plein d'organisations qu'on devrait remercier parce qu'elles sont vraiment d'appoint pour notre sujet d'aujourd'hui. On parle de cohabitation sociale, d'itinérance, de jeunesse marginalisée. Puis, ils ont plein de bonnes idées en cette fin du mois de mars. Donc, avant de se lancer vraiment dans le débat, on aime faire ici une petite présentation de la marginalité par nos invités dans un objectif de co-construction
d'un schéma de marginalité peut-être, ou juste d'un décor derrière vous. Donc, les personnes qui nous ont suivis depuis nos 3 derniers épisodes verront qu'on a derrière vous la boîte de nerds, le petit poisson, le petit pot de médicaments, la cassette, ainsi que la lumière, l'ampoule. Si vous voulez savoir d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'ils sont là, pour aller voir nos anciens épisodes disponibles sur Spotify, YouTube. Mais maintenant, on veut avoir votre vision de la marginalité. Qu'est-ce qui est marginal? Qu'est-ce que ça évoque en vous quand on parle de marginalité, qui est quand même le thème central de notre organisation? Peut-être y aller de l'autre côté pour commencer cette fois. Bon, moi, j'ai eu une idée d'objet, j'ai cherché l'objet, mais je n'ai pas l'objet physiquement avec moi. Donc, je nous invite à imaginer un vieux soulier. C'est ça que je l'ai amené, j'étais peut-être plus par après la marginalité, qu'est-ce qui se passe, mais tu sais, les personnes qui travaillent avec les membres du RAPSIM, dans le fond, marchent et se déplacent constamment pour avoir accès à différents types de ressources. Puis, des fois aussi pour fuir la répression. Des fois, ils marchent ou se déplacent pas de leur propre gré nécessairement. Fait que j'avais pensé à ça. Si je retrouve le dit soulier, je m'engage à vous le faire parvenir. Merci. Par la poste ou pas par Amazon, si possible. Non, je vais pouvoir aller vous le porter en main propre en marge. On n'est pas trop loin quand même. C'est ça. Fait que, voilà. Donc, la marginalité en action, en mouvement, qui est quand même d'appoint pour notre épisode d'aujourd'hui. Également. Je vais arrêter de teaser les gens. On va aller à l'heure. Je vais faire un peu du pouce parce que moi aussi, j'ai choisi un objet en mouvement. J'ai choisi une petite voiture. Puis au début, je me disais, bon, moi, je travaille de près. J'ai un peu la chance, je dirais, de travailler de près avec les jeunes là, au quotidien. Puis souvent, j'ai entendu dire les jeunes, moi, à 18 ans, je vais avoir mon char. C'est comme, bon, un peu le cliché de la liberté ultime. Fait que je me dis, bon, je vais pas rentrer dans le cliché de la liberté avec l'auto, tu peux aller où tu veux. Parce que, en fait, la marginalité, tu peux pas aller où tu veux. Mais tantôt, je marchais pour aller vers le travail, puis je voyais, mon Dieu, toutes ces autos en ville. Puis toutes ces autos que tu peux identifier parce qu'ils sont pas toutes pareilles. Il y en a des plus belles, il y en a des plus neuves, il y en a des plus vieilles, il y en a des plus rouillé. Fait que j'ai comme un peu choisi cette auto-là pour dire que la marginalité, elle est là partout où on va. Elle fait partie de l'environnement. Elle fait partie de notre espace qu'on partage, soi-disant qu'on partage. Puis, elle mérite d'être vue. Puis je pense que tout le monde devrait faire un petit peu un effort de se dire, il y a toutes sortes d'autos, mais il y a toutes sortes de gens aussi. Puis chacun ou chacune devrait avoir sa place. Puis tout le monde devrait pouvoir aller où il va. Donc on ferme un peu la parenthèse de se déplacer, d'aller vers quelque chose, vers quelque part. Donc l'apogée d'un grand stationnement collectif. C'est ce que je comprends. J'espère pas, parce que... Évidemment, c'est une route. Oui, c'est ça, parce qu'on sait qu'il manque de logements à Montréal, fait qu'on fera pas un gros parking, s'il vous plaît. Mais oui, intéressant. Merci, on a bien hâte de le rajouter, ainsi que l'objet conceptuel, le soulier de Schrödinger, qui sera peut-être là, et peut-être déjà là, on ne sait pas. On verra. Merci pour vos partages. Vous savez très bien partager à date, contrairement peut-être à d'autres personnes. On rentre dans le vif du sujet. On parle souvent de l'expression « pas dans ma cour » quand on veut... on parle de cohabitation sociale. On va y toucher quand même un petit peu, définitivement, mais... on est rendu pas dans ma cour, on est rendu pas sur mon trottoir, on est rendu pas dans mon métro, pas dans mes aires d'attente d'autobus. Il y a une politique qui est sortie, donc tout fraîchement la semaine dernière, je pense, ou peut-être un petit 2-3 semaines quand même, là, le temps. Qui, donc, qu'on appelle la politique un peu pas de flânage dans le métro. On voit déjà, en s'en venant ici, on a vu qu'il y avait quand même un début de bloc d'espace pour les personnes en situation d'itinérance, de marginalité, notamment la station Baudry, où est-ce qu'on est proche d'en marge. Vous aussi, vous n'êtes pas loin quand même, où ils ont érigé
des gros blocs de bois, juste pour dire on veut pas que vous soyez là. Et on veut vraiment pas que les personnes circulent. Donc, c'est non seulement pas de flânage, mais c'est une obligation de circuler, même qui est mise de l'avant. Avant d'aller ailleurs, votre opinion générale en mode popcorn sur les causes / les conséquences possibles, répercussions de cette politique qui vient d'arriver? Ben, si je me lancerais, en fait, pour moi, ce que j'ai observé ces dernières années, c'est quand même, il y a une progression des politiques qui sont de plus en plus répressives envers le flânage, là. Tu sais, on sait que le flânage fait partie d'un règlement municipal à la Ville de Montréal depuis très longtemps. Puis, by the way, le flânage, c'est l'idée de ne rien faire. Donc, on n'a pas le droit de rien faire dans la ville. On a une fonction sociale à respecter. Donc, si on ne répond pas à ces exigences-là de normes sociales, ben on flâne. On n'a pas le droit. On flâne. Puis, ben moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que tranquillement, il y a eu plusieurs mesures qui se sont installées, notamment, moi, ce que j'ai remarqué il y a environ 1 an ou 2, dans le chalet du Parc La Fontaine, une affiche disant « Interdiction de flânage » en gros. Alors qu'on sait très bien que les parcs sont des endroits où les jeunes traînent beaucoup, qu'ils aiment se retrouver ensemble, puis qu'on le sait que des fois, ben, il y a des journées plus fraîches à l'été, au printemps, où ben, les jeunes ont peut-être besoin de se retrouver à l'intérieur pendant un petit moment, mais en théorie, ils n'ont pas le droit. Donc, moi, ce que je vois, c'est quand même une progression des mesures anti-flânage, même s'ils sont choquantes, ils ne sont pas surprenantes, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. C'est intéressant l'idée de flânage aussi que tu amènes. Genre, ça vient d'où? Puis qu'est-ce que ça veut dire, flâner? Puis à quoi c'est associé? On dirait que vite de même, flâner, j'ai l'impression que c'est un synonyme de chiller, genre. Qui est associé aux jeunes aussi, entre autres, genre. Mais effectivement, je pense qu'on n'était pas non plus surprise au Rapsim. On le voyait venir. Ce qui arrive, en fait, dans les dernières années, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent en situation d'itinérance pour différentes raisons, mais beaucoup à cause des évictions des logements privés. C'est rendu la première cause d'itinérance à Montréal depuis 2022. Puis, comme l'a dit une personne dans un groupe membre, là, Cactus, avant, ce que les gens faisaient, qu'on voit aujourd'hui, qu'on est témoin de, ça se passait entre 4 murs. Parce qu'il y avait encore des maisons de chambre peut-être un peu... pas nécessairement dans le grand luxe, mais qui permettait à des gens de se loger. Il y avait des logements pas trop chers, il y avait des colocations accessibles aussi. Mais là, avec la crise du logement, tout ça est poussé vers dehors, vers l'espace public. Puis les lieux publics hors du métro sont aussi hostiles aux personnes marginalisées. Tu sais, on parlait des parcs puis des jeunes. Ben, il y a un règlement municipal qui dit que les parcs sont fermés entre minuit et 6 heures le matin. Ce qui fait que tu peux pas être dans un parc. Au parc La Fontaine, il y a des policiers qui font le tour vers ces heures-là, qui disent qu'on va fermer le parc, il va falloir que vous partiez. Ce qui est un peu une drôle d'idée, là, de fermer un parc. Oui, il y a des stationnements ouverts 24 heures, puis les parcs sont fermés pendant la nuit. C'est ça. Fait qu'on peut, une auto peut ne rien faire, mais pas une personne. Fait que, bref, tout ça pour revenir à la politique de pas de flânage dans le métro, ben c'est ça. Il y a comme plein d'éléments, là. Déjà, le fait que ça cible spécifiquement les personnes marginalisées en situation d'itinérance, puis très clairement, là, c'est les mots de la STM aussi. Ça, c'est... ben c'est frustrant. C'est comme on accepte que des mesures ciblent spécifiquement des gens marginalisés de la société. Puis, ben, les gens qui flânent dans le métro, entre guillemets, qui utilisent le métro pour d'autres raisons, mais aussi pour circuler, mais pas juste pour circuler, ben, ils le font pas nécessairement par envie, par choix, sans contrainte, là. C'est pas nécessairement un endroit où on veut passer sa journée, le métro, quand on a accès à des alternatives. Mais le fait est que de plus en plus de gens n'ont pas accès à ces alternatives-là. Puis, ben, le métro, c'est comme un des endroits où il fait pas... on n'est pas exposé au -20 dehors. Puis où est-ce qu'on peut avoir un peu de réchaud, un peu de contact humain, peut-être. Possible de ramasser quelques dollars. Mais c'est ça, c'est comme tu dis, Laure, la dynamique de répression, repousser tout le temps plus loin les gens. Là, quand on est rendu à repousser les gens du métro,
Où vont aller ces personnes? On ne le sait pas. Pas en campement, parce qu'ils sont démantelés en campement. Non, en fait, c'est quoi les derniers remparts qui restent? Parce que c'était un peu ça, le métro. Là. Dernier rempart, on parle des parcs aussi. C'est quoi les autres endroits qui vont être accessibles pour les personnes, justement, qui n'ont pas de chez soi, qui sont de plus en plus visibles, qui ont de moins en moins d'opportunités relativement peu chères? Puis particulièrement, on parle des jeunes. On va essayer de revenir aux jeunes des fois, mais quand même, on comprend que c'est un enjeu qui est global, qui touche vraiment tout le monde. Les personnes, s'ils n'ont pas d'endroit où aller, est-ce que l'espace public ne devient pas d'office leur chez-soi? Et si on n'est pas capable de leur offrir d'autres alternatives, est-ce que c'est éthique de permettre ce genre de politique-là? Parce que tu dis, on accepte ça, mais on ne l'accepte pas vraiment. Là, ça vient d'arriver, puis je pense qu'il y a quand même un tollé par rapport à ça, des manifs qui s'en viennent ou qui ont déjà eu lieu, si vous écoutez le podcast. Mais est-ce qu'il y a des chances que ce soit renversé, selon le RAPSIM? La politique contre le flanage? Ben là, officiellement, c'est temporaire jusqu'au 30 avril. OK. Puis l'excuse qu'on nous a donnée, c'est que dans le temps du mois de mars-avril, c'est là où le plus de personnes se retrouvent dans le métro parce que, bon, c'est le printemps, c'est un peu dégueu des fois dehors, là, avec la pluie, la slush, la neige, il fait chaud, il fait froid. Fait que c'est sûr que nous, on espère que ça ne va pas se reproduire, ça va arrêter, dans le fond, le 30 avril. Mais effectivement, nous, notre message par rapport à cette politique de non-flanage, c'est que ça fait pas de sens de sortir des gens du métro si, effectivement, ils n'ont pas d'autre endroit où aller. Après ça, qui peut permettre aux gens, qui peut créer des alternatives pour que les gens puissent aller quelque part d'autre que le métro? Ben, c'est pas nécessairement la STM. Fait que il y a comme plusieurs acteurs dans Il se passe la balle. Oui, c'est ça. Puis ça devient compliqué parce que... Oui, l'imputabilité. Exact. Puis, tu sais, on dénonce la répression puis l'exclusion des personnes du métro. Mais c'est la STM qui choisit d'exclure, mais c'est parce que les gens se retrouvent dans le métro parce que ça fait des décennies que le gouvernement du Québec n'a pas investi correctement dans le logement social, que d'année en année, les groupes communautaires sont de moins en moins financés alors que les besoins augmentent. La Ville de Montréal est aussi une bonne actrice de répression dans l'espace public avec la politique de démantèlement de campements puis l'augmentation de la présence policière l'été dans les zones dites chaudes. Fait qu'il y a comme une multitude d'acteurs qui ont des rôles spécifiques, mais qui vont un peu tout ensemble aussi. La majorité des membres du conseil d'administration de la STM, ce sont aussi des élus de la Ville de Montréal. Mais là, on parle-tu à l'élu ou on parle à la personne du conseil d'administration de la STM? En tout cas, c'est très... Autres aussi ont des doubles ou des triples chapeaux. Exact. D'ailleurs, on va revenir à tout ça puis au profilage social, justement, mais on t'a parlé de droit de cité tantôt. Il y a un concept aussi que je pense qui était bien cher, Laure, le droit à la ville, que je vais citer pour être sûr là, de bien, bien le dire. Le droit à la ville, c'est un projet de démocratie et de renforcement de la société civile. Il stipule le droit à l'accès à la centralité urbaine, à la vie urbaine, aux lieux de rencontre, d'échange, de rassemblement, au ludique. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ben, ça signifie plein de choses. Ben, ça signifie surtout que la ville, en fait, c'est l'œuvre des gens qui la composent. C'est ça, en fait, le fondement même du droit à la ville. C'est les gens qui l'habitent, qui occupent les espaces et qui devraient pouvoir se les approprier, en décident collectivement de quoi en est fait la ville. Donc, c'est le fondement même d'un espace démocratique où chacune peut y faire sa place, peut se rencontrer aussi, parce que c'est important quand même de le dire qu'à travers les expérimentations, puis quand on pense aux jeunes, on sait qu'il y a cette grande importance-là pour les jeunes d'expérimenter, de socialiser, d'être ensemble. Bien, tout ça, c'est le cadre de la ville qui devrait le permettre. Puis c'est fondamental, tu sais, en intervention sociale, ce qu'on fait, c'est on crée des liens, puis on est là pour être ensemble. Donc, si on n'a plus ces espaces-là, bien, où est-ce qu'on va pouvoir être avec ces jeunes-là?
T'sais, où est-ce qu'on va pouvoir créer quelque chose de nouveau, puis aspirer à autre chose aussi, parce que on sait que les jeunes ont été à la source de beaucoup de mouvements sociaux qui ont amené du progrès dans la société, qui ont mené des luttes sociales importantes pour l'avancement de leurs droits, puis des droits des populations marginalisées, puis des minorités. Donc, si on retire ces espaces-là pour créer quelque chose d'autre, mais selon moi, c'est super inquiétant, là. On devrait comme s'alarmer collectivement puis se dire, ben on s'en va où, là? Ouais. Ben, sans vouloir faire des parallèles boiteux, quand même, il n'y a pas une espèce d'élan qui fait penser à des mesures de répression trumpistes un petit peu, dans l'idée de vouloir cibler clairement un groupe marginalisé, puis de les tasser de la manière la moins respectueuse possible en s'affublant d'un peu de statistiques boiteuses, définitivement aussi, là, pour justifier tout ça. Mais alors qu'avant, on aurait peut-être été un peu plus subtil dans notre approche puis dans notre volonté de faire mieux puis d'aider. En ce moment, on dirait que cette politique-là, c'est quasiment un aveu de on veut juste pas qu'il soit là, on veut qu'il se tasse, puis voilà. Ouais. Ouais, ben c'est ça, il y a quelque chose de problématique dans ça, puis qui se passe effectivement, puis qui s'est passé dans le passé aussi, là, quand que différents lieux habités historiquement par des personnes marginalisées, genre la place des festivals ou le Square Berry ou le Square Vigée, tu sais, se sont fait comme revitaliser par le partenariat du quartier des spectacles, puis qu'il y a une programmation pendant l'été au Square Berry, mettons, qui fait que ça amène toute une autre population que les personnes marginalisées qui ont plus accès à des endroits qui fréquentaient, qui utilisaient pour différentes raisons. Mais c'est aussi qu'il y a comme un sous-entendu de personnes marginalisées égale problème, danger, violence. C'est un peu... c'est déshumanisant, je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est un peu comme si on voyait les personnes marginalisées comme de la vermine dont il faut se libérer collectivement, que ces personnes-là, quand elles sont visibles, ça nuit au commerce, ça nuit au tourisme, ça nuit à l'attractivité de la ville de Montréal. Sauf que c'est pas... je veux pas faire de parallèle, là, mais tu sais, ce sont des habitantes de la ville de Montréal, comme vous et moi, comme n'importe qui ont des droits, qui ont le droit d'être là, qui sont là depuis des années, des décennies, en termes de population, là. Puis on peut pas faire comme si ce n'était pas des personnes, genre. Tu sais, puis il y a... Et dénaturer complètement. Exact. Fait que oui, il y a peut-être quelque chose de la lignée trumpiste ou fascisante, ou en tout cas d'assainissement de l'espace public, gros guillemets, là. Plus on entend parler de politiques similaires comme ça, puis personne qui réagit réellement, là, c'est vraiment ce qui se passe aux États-Unis. On risque de le voir arriver au Canada aussi. On a quand même des tendances avec ce qui s'en vient. On ne connaît pas les résultats des élections pour l'instant, qui viennent d'être déclenchés. Puis au Canada, au Québec, à Montréal, il y a plein d'élections qui s'en viennent, puis on sent cette vague-là un peu quand même. Puis ça, niveau plus macro, niveau plus petit, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui vient influencer cette espèce de... Pas vraiment tenir pour importance l'opinion publique qui peut-être avant aurait été plus mesurée. Puis on vient au profilage social dans le métro, par exemple. Tu parlais de peut-être des considérations financières pour les restaurants, pour que tout reste ouvert et tout ça. Même dans le métro aussi. Est-ce que le métro a peut-être envie, STM, que les gens restent dans le métro, l'occupent plus, donc se disent, si on tasse tout le monde, là, vous allez pouvoir revenir et être en sécurité, comme si... sinon, il n'y avait pas de sécurité. On parle d'un sentiment de sécurité, mais c'est les statistiques qu'on fait ressortir, là, le sentiment de sécurité, plutôt que la réelle sécurité, les réels enjeux puis les vrais dangers qu'il y aurait dans le métro, par exemple. Moi, si je m'en vais flâner dans le métro, je gère un peu, je mets mes écouteurs puis je me promène pendant 1 heure. Je pense qu'il n'y a personne qui va venir m'énerver, même après cette politique-là. Hein. Effectivement. Donc, on parle de profilage social définitivement qui revient, qui, je pense, prend plusieurs formes. Là. On utilise des
utilisent des prétextes, en fait, là, comme la mauvaise utilisation du mobilier, cracher par terre, faire du jaywalking, là, traverser la rue, par exemple. D'ailleurs, que New York vienne d'abolir l'interdiction de faire du jaywalking parce que c'était tellement rendu absurde, tout le monde faisait ça, et tellement irréaliste de vouloir sévir par rapport à cette loi-là que ça a été enlevé. Donc, peut-être qu'il y a des lois inutiles un peu qui vaudraient la peine d'être enlevées si c'est seulement pour être utilisé comme des prétextes pour tasser les indésirables, entre guillemets. Là. Mais si tu permets, Ouais. je pense que Jérémy, tu as commencé à amener un point qui est quand même super important. Puis je pense que il y a des choses qui doivent aussi être imagées dans le contexte plus historique du développement du quartier, du développement du village, de la place des festivals, puis tout ça. Puis en fait, ces quartiers-là ont toujours été habités par des personnes en situation de marginalité. C'est ces personnes qui ont créé ensemble, tu sais, on parlait de droit à la ville. En fait, c'est ces personnes qui, collectivement, habitant ces quartiers qui étaient à la base des quartiers peu développés. Là, on sait que le développement du centre-ville de Montréal, c'est quand même relativement récent. Mais si on prend, par exemple, tu sais... Tu parlais là, des politiques plus de droite. En fait, c'est ça. Il y a comme une instrumentalisation à travers les objectifs de développement économique des vécus puis des expériences des populations marginalisées. Puis si tu prends, par exemple, la place des festivals, le quartier des spectacles, on sait que ça a été très cher à la Ville de Montréal. On sait que ça a été comme beaucoup déployé sur la scène internationale de faire rayonner Montréal, le centre-ville. Venez voir nos festivals, venez voir comment on est inclusif, comment on prône la diversité. Mais en réalité, historiquement, c'était un quartier qui était occupé par les travailleuses du sexe qui ont été violemment réprimées par les policiers de manière non cachée là, pendant plusieurs années pour justement permettre ce développement du centre-ville-là. Fait que c'est assez... il y a vraiment une instrumentalisation du vécu parce qu'après ça, là, tout d'un coup, ben, on prône le Red Light District avec le quartier des spectacles. On prône le fait que tout ce les travailleurs du sexe ont permis de faire, le Café Cléopâtre, toutes les institutions, en fait, culturelles underground de Montréal et du centre-ville ont été développées grâce à ces populations-là. Fait qu'il y a comme une instrumentalisation du discours. Puis je pense que c'est ça qui est important aussi, que les gens comprennent que ces populations-là ont permis à la ville de se développer. Là. Ouais. Puis, ce que tu dis, en fait, là, l'idée qu'on prône la diversité, l'inclusion, c'est sur le site là, de Tourisme Montréal, d'ailleurs, là, de dire que c'est un des plus grands quartiers LGBTQ en Amérique du Nord et qu'on prône comme un carrefour de la diversité et de l'inclusivité. On parle de quartier de spectacle, le village aussi. Quand on va là, pour vrai, de quoi ça a l'air réellement, c'est pas ça. Puis ça se détériore de plus en plus, on le voit. Puis je pense qu'on s'en va dans les enjeux vraiment plus larges qui répondent quand même, si on veut essayer d'avoir une continuité. À notre épisode précédent, où on avait un jeune qui était là, qui était en fugue pendant plusieurs années. En marge, on est situé pas loin, justement, dans le village. Et décrivait en fait que, ben, justement, un des endroits forts, c'était les stations de métro, quand il y avait rien d'ouvert, qui faisait froid, particulièrement l'hiver. Il vient vraiment dire que, tu sais, je peux même le citer, là, parce que je trouvais que c'était quand même parlant, que les métros ferment après une certaine heure. Alors, il n'y a pas de petits restos qui sont ouverts 24 heures où ils ne dérangent pas nécessairement en hiver. Ça peut être dangereux. Puis, justement, il y avait un McDo, il y avait un Tim Hortons qui ont toutes fermé au fur et à mesure des années pour diverses raisons. Mais je pense que de plus en plus, il y a moins de commerçants qui ont envie d'être là. Puis, moins il y a de commerçants qui ont envie d'être là, moins il y a de commerçants qui ont envie d'être là. Puis bon, qui reprend cet espace-là? Juste le fait d'avoir enlevé les petites boules dans les airs, c'était important pour ce jeune-là aussi, que ça n'a pas vraiment été remplacé par autre chose. Puis ça peut avoir l'air anodin, un McDo, un Tim Hortons, mais c'est des endroits 24/7 qui sont présents où tu ne viens pas nécessairement déranger, où tu peux aller. Donc ça n'existe plus, tout se fait tasser. Il y a de moins en moins de magasins, de commerces, de restaurants qui sont là aussi. Les métros, on ne peut plus y aller non plus. Puis dans les parcs aussi également, on sévit, puis on ne peut pas être là.
non seulement dans la nuit, mais même dans la journée, dans la soirée, c'est très réprimé. Donc, où est-ce qu'on peut aller quand on est un jeune en situation de marginalité, de fugue, personne en situation d'itinérance? C'est ça, c'est assez difficile. Puis, on parle du village, on parle aussi de la place Émilie-Gamelin dont tu parlais tantôt, tout à l'heure aussi. Puis je pense que t'en fais allusion dans ton mémoire aussi, qu'à la base, c'était une place publique qui a changé un peu de dénomination puis d'utilité. Est-ce que tu veux nous faire un petit parcours de ça? Oui, bien, tu sais, on sait que, tu sais, plus spécifiquement, le village, il y avait beaucoup de jeunes là, qui occupaient le quartier. Les jeunes de la rue, à la fin des années 90, on sait qu'ils étaient beaucoup plus présents qu'aujourd'hui. Puis, tu sais, ce qu'on voit beaucoup... ce qui est fait beaucoup par l'administration Plante puis par la ville de manière générale, c'est qu'on va un peu, encore une fois, instrumentaliser la gestion de l'espace en fonction de la vocation qu'on veut. Puis, en fait, on va modifier aussi certaines réglementations en fonction de qu'est-ce qu'on veut en faire. Encore une fois, la place Émilie-Gamelin qui fait partie du quartier des spectacles, de toutes les différentes... des différents aménagements qui ont été faits dans le cadre de la revitalisation du quartier, bien, on sait que c'est une place historiquement très importante pour les personnes en situation de marginalité, pour les jeunes, pour les personnes en situation d'itinérance. Puis je me rappelle plus, c'était dans les années 90, je pense, que... il y avait eu plusieurs manipulations de est-ce que c'est une place publique ou c'est un parc? Parce que si c'est une place publique, elle est ouverte 24 heures, alors que, comme tu disais, Jérémy, le parc, il ferme la nuit. Donc, en fonction de la législation, bien, ça permet, après ça, aux autorités puis aux polices d'agir sur cette loi, en fonction de cette loi, et d'exécuter là, des ordres pour, soi-disant, faire respecter le règlement. Puis, mais il y avait à cette époque-là beaucoup de personnes qui occupaient l'espace. Puis quand ils ont changé la législation pour empêcher les personnes d'être là la nuit, bien, il y avait eu une manifestation assez pacifique où les personnes avaient fait un feu, puis ils s'étaient rassemblés aussi pour montrer, parce que les personnes se rassemblent pour montrer leur indignation. Je pense que tu vas être peut-être plus en mesure de le démontrer à travers toute ton expérience, mais ils font valoir leurs droits. Puis, ils prennent part au débat sur la place publique. Faut pas juste penser que c'est des gens qui subissent, puis qui sont là, puis qui sont calmes, puis qui disent de rien. Mais qui sont victimes, qui se font tasser, exactement. qui se font dire quoi faire. Exactement. C'est les premiers qui subissent, puis c'est les premiers qui savent que leurs droits sont bafoués. Là. Moi, combien de fois au quotidien, j'entends des jeunes parler que leurs droits sont bafoués. Ouais. Ça me fait penser à la clinique Droit Devant, qui est un des membres du RAPSIM aussi, qui nous disait avoir donné une formation, je pense, sur comme le système, le système de justice pénale et criminelle, je pense. Puis ils ont donné cette formation-là dans des groupes communautaires, puis ils ont donné ces formations-là avec des membres de groupes communautaires, puis dans le deuxième cas, les personnes marginalisées connaissaient quasiment mieux quelle infraction est pénale, quelle infraction est criminelle pour avoir soit passé à travers ou avoir vu des gens passer à travers. Genre. Fait que quand tu dis que les gens connaissent leurs droits puis les défendent, effectivement, les gens font ce qu'ils peuvent pour faire ça. Mais effectivement, avec les mesures d'exclusion, c'est ça l'exemple de Gamelin, c'est de se donner une raison pour faire disparaître des gens marginalisés, puis mettre des obstacles aussi à l'entraide. Puis là, je fais un parallèle avec l'enjeu des campements aussi. La tolérance zéro des campements, un des éléments qui fait que les campements sont démantelés plus rapidement, c'est le potentiel d'expansion, entre guillemets, ou c'est le nombre de personnes qui est sur un site ou qui pourrait arriver sur un site aussi. Puis la ville n'aime pas ça quand il y a beaucoup de monde, mais quand il y a beaucoup de monde, ben, il y a possibilité d'entraide, de se faire de la bouffe ensemble, de se veiller à ne pas avoir d'enjeux de santé, de « OK, moi, je vais garder... » Oui, exact. Je vais garder la place pendant que tu vas aller faire XY, puis après ça, on se rotationne, tu sais. De démontrer que ça peut fonctionner. Ouais, c'est ça. Mais là, il y a comme tant d'obstacles à cette entraide-là
Plutôt que d'aller encadrer, c'est Encadrer ce qui se passe. ou soutenir. Soutenir, oui. Ouais. Mais je suis réaliste quand même pour les premières années, là. Disons, être autour et s'assurer que ça fonctionne bien puis de mettre les énergies à cette place-là. On essaye de juste aller répresser et ça va revenir. Et c'est toujours un peu ça. Puis tantôt, tu parlais aussi, que la police qui va venir intervenir, mais quand on parle de Gamelin, c'est pas juste la police aussi. Il y a quand même plein d'équipes qui sont présentes. Puis j'imagine aussi, que... Ouais. Mais si je finis là, un peu la petite histoire, parce que ça, ça va venir un peu wrap-up tout ça, là, mais suite à ce rassemblement-là, en fait, il y avait eu des arrestations de dizaines de personnes qui avaient été détenues de façon illégale. Puis, en fait, ça démontre un petit peu, ça démontre clairement la répression qui n'est même pas cachée, en fait. Puis je pense que c'est important de se le rappeler, que c'est pas nouveau, en fait. C'est des choses qui se répètent d'année après année et de manière différente. On utilise différents types de stratégies parce qu'on voit que les gens se mobilisent. Donc, il y a toujours ça qui change. Puis quand on voit aujourd'hui comment la place Émilie Gamelin est divisée, en fait, ce qu'ils ont fait en ce moment, c'est que, étant donné que, il y a toute la question de boire en public puis de boire dans l'espace public, ce qu'ils ont fait à la place, c'est que tu peux boire seulement dans les espaces réservés de la terrasse privée. Donc, il faut avoir les moyens de se payer une bière à je sais pas combien qu'elle coûte, mais pas mal plus cher qu'au dépanneur, sûrement. Puis, il faut que tu sois dans ces heures-là. Donc, c'est quand même hallucinant que si tu es dans le petit enclos privé, tu peux boire, puis tu peux être en état d'ébriété, ce qui est un autre règlement de la ville, donc ne pas être en état d'ébriété sur la voie publique. Mais de l'autre côté, où on sait qu'il y a beaucoup de personnes en situation d'itinérance ou marginalisées qui traînent dans le parc, eux et elles sont à risque d'être interpellés s'ils se retrouvent en état de consommation. Puis, fait que c'est ça. Je sais plus c'était quoi ta question par rapport à... c'est un peu ça, mais dans le fond, c'est qu'il y a plusieurs équipes aussi qui viennent se mélanger à ça. Fait que ça vient un peu complexifier. C'est pas juste d'aller voir la police puis de leur parler, c'est d'assurer que tous les acteurs qui sont présents vont dans la même direction, ce qui est un peu difficile. Je sais pas si tu as un petit mot à dire par ça. Oui, j'ai tellement d'affaires à dire. Mais pour faire du pouce sur ce que tu disais, là, c'est ça, c'est pas nouveau, la répression. Ça change un peu de manière, mais la répression puis le profilage social reste. Puis un des exemples, je pense, qu'on voit dans les dernières années, c'est la prolifération des équipes mixtes et non conventionnelles du SPVM, qui se veut peut-être une réponse à toute la mobilisation des groupes communautaires contre le profilage social sous forme de judiciarisation, tu sais. Fait que là, la police s'est dit, on va essayer de remettre moins de constats d'infraction à des personnes en situation d'itinérance, mettons, qui boivent hors de l'enclos privé, là. Fait qu'on ne donnera pas de constat d'infraction, mais on va être plusieurs patrouilles à pied qui vont surveiller la place, tu sais, essayer de tisser des liens. Ça, c'est pour une des équipes en particulier. Il y a une autre équipe qui fait du suivi, qui a un intervenante du CIUS, puis qui agit un peu comme fast track pour le réseau de la santé quand une personne suscite beaucoup, beaucoup, beaucoup de constats d'infraction, genre. Fait qu'en tout cas, il y a ça. Il y a EMIS aussi, qu'on pourrait parler, qui n'est pas du SPVM, celui-là qui est de la ville de Montréal. Mais tout ça, ça amène beaucoup d'acteurs de plus dans l'espace public parce qu'il y a des gens en marge qui font du travail de proximité ou du travail de rue. Il y a tous les groupes communautaires qui sont là depuis 30, 40, 50 ans. Puis pour les groupes communautaires, l'intervention sociale se fait en fonction de la personne devant soi, de ses besoins, de ses désirs, de ce qu'elle évoque ici et maintenant, tu sais, puis peut-être à plus long terme. Puis bon, la personne est sujette de l'intervention. Mais pour les escouades de mixtes ou de police ou EMIS, la personne est objet de l'intervention. Mettons, EMIS, qui est l'équipe mobile de médiation et d'intervention sociale, eux autres, ils font de l'intervention ponctuelle quand il y a des plaintes. Fait que là, il peut y avoir des commerçants, le SPVM, des citoyens, citoyennes qui appellent EMIS en disant, là, il y a une personne qui dérange à tel endroit parce qu'il dort en dessous d'un commerce, mettons. Là, EMIS arrive, puis entre en contact avec la personne, mais le but d'EMIS, c'est
de mettre fin à cette plainte-là, à ce nœud-là qui est énoncé par une personne domiciliée ou en situation un peu plus de rapport de force que la personne marginalisée. Puis là, on demande à ces personnes-là de quitter. Ou on les amène vers une ressource en étant bienveillant. Mais les ressources, quand je dis ressources, je parle de ressources communautaires, centre de jour, centre de soir, refuge, tout ça. Mais les ressources sont pleines, elles débordent. Fait que c'est bien rare que sur le spot comme ça, Emis peut trouver un lieu à une personne qui n'en a pas fait la demande elle-même non plus. C'est pas... Il y en a pour qui ça ne fit pas, ces ressources-là, ou qui n'ont pas envie d'y être. Puis en fait, c'est généralement volontaire. Ces Absolument. refuges-là en marge, Absolument. l'est définitivement. Puis je pense que généralement, c'est ça. Donc, le fait de dire, ben là, toi, tu t'en vas dormir là à soir. On a eu justement un jeune qui est venu à l'épisode dernier nous parler que des fois, il préférait dormir dehors plutôt que d'être dans des refuges pour X raisons. Puis parfois parce que c'était plein également, ou qu'une personne ne pouvait pas aller dans un refuge. Donc, par solidarité, rester ensemble. Ouais. Cette solidarité-là qui est moins présente peut-être dans d'autres sphères de la société, qui est Effectivement. très présente dans la rue. Puis, en fait, et comme tu l'as si bien dit, là, l'objet, c'est vraiment des objets qui sont à être tassés ou à être bougés, ne travaillent pas pour. Et pourtant, j'essaie d'éviter de faire un autre rapprochement avec ce qui se passe avec Trump et avec toute la guerre en Ukraine. À petite échelle, on dirait que c'est comme si on devrait travailler avec l'Ukraine, mais on travaille avec la Russie. Je ne veux pas traiter de nom de la police ou de whatever, ou de la ville, mais il y a quelque chose de... Ouais. On devrait te prendre et t'accompagner dans où est-ce que tu aimerais aller, pourquoi est-ce que tu es là, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour t'accompagner? Il n'y a rien de mauvais à ça, mais si l'objectif, c'est d'aller faire de la répression puis de tasser, parce qu'on travaille pour la cohabitation sociale, on travaille pour une autre classe sociale, en fait, qui décide pour l'autre classe sociale, cette majorité qui travaille sur... qui est un peu contre cette minorité-là, alors que l'empathie et la solidarité de base devraient dicter autre chose, normalement. Oui, absolument. Puis, il y a deux trucs qu'il ne faut pas que j'oublie. Vas-y. Ben, sur l'empathie puis la solidarité, tu sais, là, effectivement, tu as parlé de cohabitation sociale. Il y a comme tout un discours dans l'espace public de cohabitation sociale qui crée un peu des groupes différents, antagonistes, qui s'opposent. Fait que les personnes en situation d'itinérance ou de marginalité urbaine, les jeunes, puis les personnes domiciliées, les commerçants, etc. Puis mettre ces deux intérêts-là en contradiction, un peu ce qu'on disait tantôt. La présence de personnes marginalisées, ça fait que les commerçants font moins d'argent, ça fait que les gens se sentent moins sécuritaires dans le métro, ça fait que... etc. Il faut qu'on travaille à solliciter la solidarité puis l'empathie dans ces enjeux-là, au sens où c'est pas acceptable, ça devrait pas être acceptable pour personne à Montréal que de nos concitoyennes n'aient pas d'autre choix que de dormir dehors. Genre. Puis, il y a une solidarité à avoir. Puis, il y a aussi même un argument un peu tordu de la crise du logement, on la vit tout le monde à certains niveaux, à certaines intensités. Il y en a pour qui, je connais moins ça, là, mais les taux d'intérêt, puis les hypothèques, puis tout ça. Il y en a pour qui c'est des augmentations de loyer, il y en a pour qui c'est des évictions, puis il y en a pour qui c'est de ne pas avoir accès à rien pantoute parce que le chèque d'aide sociale il est à 807 $, puis oublie ça. Il n'est pas indexé avec cette crise du logement. Absolument. Fait que lutter contre la crise du logement, c'est que si on lutte pour améliorer les conditions de vie des personnes les plus marginalisées, ça, à Paris Cochet, c'est lutter pour l'amélioration des conditions de vie de tout le monde, dont soi-même. Fait il y a comme un antagonisme à casser, puis une solidarité à créer, ou en tout cas à raffiner, c'est pas ça le mot, à nourrir, oui, à cultiver. Exact. C'est ça, en fait, la question de la cohabitation. Cohabiter, dans sa définition, c'est d'avoir un partage équitable. Puis quand tu vois des équipes mixtes comme ça, juste des escouades, c'est un peu bizarre comme nom, on va se le dire, mais qui arrivent comme ça dans un espace, puis
tu sais, nous, comme travailleurs communautaires, comme intervenants sur le terrain, on est comme, ben là, c'est parce que ça fait comme 30 ans qu'on est ici. Ça fait 30 ans qu'il y a des travailleurs dans la rue, dans les hébergements qui sont là, qui connaissent les gens avec qui ils travaillent, qui ont bâti des relations dans la communauté, qui sont basées sur des valeurs d'entraide, de solidarité. Puis tu as des escouades qui arrivent comme ça, puis peut-être, on va dire que la ville a une bienveillance. On va dire qu'elle a des bonnes intentions. De l'ignorance peut-être aussi. Ben, comment ça se fait que, je veux dire, c'est des valeurs fondamentales du communautaire. Comment ça se fait qu'ils se sont pas dit, ben mettons plus d'argent dans les organismes. Ouais. Ben, quelqu'un l'a clairement dit, puis je pense que le Rapsim l'a sûrement dit. Est-ce que ça a été écouté et fait? Ben, c'est ça. Puis c'est pour ça que je pense que c'est légitime de questionner les intentions derrière ça. Puis c'est légitime, après ça, nous, comme intervenants, de comprendre que les jeunes qui subissent la répression des policiers ne veulent pas être intervenus par des escouades qui travaillent de pair avec ces autorités-là. Et oui, parce que si on se ramène comme un peu de recul, c'est quoi le rôle de la police dans la société? C'est le maintien de la paix et l'ordre, entre guillemets. Puis qui décide c'est quoi la paix et l'ordre? Ben, c'est les gens au gouvernement qui font les lois puis les règlements. Est-ce que cette paix et cet ordre-là prend en considération qu'il y a des personnes qui sont marginalisées puis qui habitent dans l'espace public? Oui, mais pour les réprimer. On veut pas les voir, pour les faire disparaître. Fait que, pourquoi est-ce qu'on donne comme mission à une institution qui a une mission de paix et d'ordre, qui a des outils de répression, tu sais? Le policier, il a un pad d'étiquette, il a une matraque, une arme à feu, un taser, puis du gaz poivre. Puis un téléphone cellulaire aussi pour faire des appels à des ressources, faut le dire. Mais on peut pas s'attendre à ce que cet outil-là réponde à des besoins de communautés marginalisées avec qui ça prend des semaines, des mois, des années, des fois, à tisser des liens de confiance, puis qui a comme plein de violences institutionnelles de tout bord, de tout côté. D'amener la police là-dedans puis de donner un rôle proactif, ça fait pas de sens. C'est comme d'essayer de se peigner les cheveux avec une matraque, c'est pas nécessairement efficace. Exact. Ouais, j'ai jamais essayé. Il y a peut-être Oui, puis on l'a bien vu dans le dernier épisode. Mike, il nous l'a bien dit. Ce qui était fondamental pour lui, c'est d'avoir des liens de confiance. Puis ça prend du temps. Puis on le répète, puis on va continuer de le répéter parce que ça a l'air que c'est pas compris puis qu'il faut encore faire de l'éducation auprès des populations. Puis, on peut pas en vouloir aux populations de se sentir en sécurité. Je pense que c'est un besoin que tout le monde a. Tout le monde souhaite se sentir bien dans son quartier, incluant les personnes en situation de marginalité qui, elles veulent aussi avoir ce sentiment-là. C'est aussi important. Fait qu'il y a comme vraiment un travail de fond, comme tu dis, de rapprocher les communautés. Particulièrement, j'oserais même dire, ces populations marginalisées, parce que ils n'ont pas d'autre endroit où aller après. Tu peux te sentir mal à l'aise quand tu es au parc avec ton enfant parce qu'il y a des jeunes qui chillent dans le parc, par exemple, puis c'est des groupes de jeunes qui sont peut-être en fugue ou sont peut-être juste en train de chiller après l'école, on ne le sait pas. Puis selon arbitrairement ce que toi, tu vas décider qui est dangereux, ben là, ça devient dangereux. Mais au pire, toi, tu peux retourner chez toi. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'on veut faire pour avoir une belle collectivité, une belle communauté où tout le monde se sent bien, mais travaillons d'abord pour les personnes qui n'ont pas de chez soi, qui se sentent bien la majeure partie du temps quand même. Puis justement, je voulais qu'on parle un petit peu de la perception que la société a des jeunes, justement. Je fais des liens, on fait plein de liens avec l'épisode précédent, vraiment. Il faut vraiment que vous ayez l'écouter avant ou après, parce que c'est vraiment ce qui est ressorti du terrain par notre collègue Myriam et Mike, justement, un jeune qui a été en fugue également aussi et en itinérance. Le fait d'aller chiller puis d'être en liaison sociale, qui était un besoin primaire non répondu en raison de son milieu de vie à l'époque et ensuite de son absence de milieu de vie, bien, ça ne peut pas être répondu sans être perçu comme du dérangement. Puis, on a parlé aussi tantôt, la violence, c'est comme ça qu'on les voit, il y a de la violence, puis sinon, il y a de la pitié, mais c'est jamais quelque chose de très positif. J'ai envie de renverser un peu
cette tendance-là qu'on a à avoir de qu'est-ce que la société pense des jeunes, mais qu'est-ce que justement les jeunes, eux autres, pensent de la société qui en arrive à 18 ans ou un peu avant, quand ils ont été dans des contextes où ils se sont fait réprimer, puis courir après la police, puis il y a une méfiance envers les institutions. Comment est-ce que vous pensez que les jeunes, ils voient ça l'arrivée à l'âge adulte? Ben, ça doit être épeurant, tabarouette. Je pense que les jeunes en ce moment, c'est pas une période facile pour eux et elles, mais je pense que ça reste que c'est des jeunes qui ont des rêves, c'est des jeunes qui ont des aspirations, qui ont des souhaits. Mais c'est sûr que ils sont constamment bloqués dans l'atteinte de ces rêves-là parce qu'on leur donne pas les opportunités qui leur sont dues. Ouais. Ouais, tu travailles peut-être... Ben, pas peut-être. Tu travailles plus avec des jeunes que moi, mais je pense aussi, comme tu dis, de la frustration, genre, doit être vive de ces blocages-là d'opportunités. Puis, tu sais, je pense... plus largement, on avait une rencontre récemment avec une personne... là, je vais juste name-dropper plein de groupes depuis le début, parce que, bon, le Rapsim, c'est une constellation. Mais une personne de la Coalition Jeunes Plus qui parlait de la crise climatique, genre, puis de la vision des jeunes du futur dans un contexte de planète qui brûle, genre, ben... Il peut y avoir une frustration qui vient de ça aussi, de comme comment ça, les autres avant moi, ils se sont pas assurés que je puisse vivre bien, tu sais. Puis on peut faire le même parallèle avec le recul des droits des personnes LGBTQ+, aux States où c'est vraiment intense, mais au Canada, puis les potentiels reculs aussi. Fait que je sais pas ce que les jeunes pensent de la société. C'est sûr que je suis teinté, moi aussi, de ma posture d'organisateur communautaire puis de revendication. J'espère qu'il y a du beau aussi. Ouais. Je pense qu'il y a de l'entraide entre les gens, mais... Beaucoup. Ouais. Je pense que ça ressort davantage chez les personnes qui ont un parcours un peu plus vulnérabilisant, où ils n'ont pas eu vraiment d'autres opportunités que de se souder puis de se faire confiance dans les pires des situations. Mettons qu'on veut un peu d'espoir, là. On approche, on pourrait en jaser très longtemps, j'ai l'impression encore, et on peut le faire aussi. Mais... comment est-ce qu'on se bat contre ça? Ou est-ce qu'on change les choses? D'abord, est-ce qu'il y a des bons coups de cohabitation sociale peut-être qui existent auxquels vous pourriez penser? Ou ça fonctionne bien quand même? Parce qu'il n'y a pas juste des situations négligeables, dommageables un peu comme on a parlé tout à l'heure, là, mais est-ce qu'il y a des bons coups qui vous viennent en tête? Ben, c'est sûr que nous, mes collègues ont participé à l'organisation de l'événement Squat Ton Parc, qui est annuellement à l'été, où c'est vraiment plusieurs organismes qui se mettent ensemble pour un petit peu se réapproprier le temps d'une journée, le parc, puis l'espace, puis montrer en fait une vision positive des jeunes. Fait que c'est sûr que toutes les tu sais, je pense que quand les organismes se regroupent ensemble puis créent quelque chose, en fait, moi, j'ai beaucoup d'espoir dans tout ce qui est la création, l'art, le fait d'être ensemble puis de s'imaginer quelque chose d'autre. Fait que oui, il y en a des bons coups. Je pense qu'ils mériteraient d'être plus souvent vus puis entendus. Pour s'en inspirer, parce que justement, si on se met juste à croire qu'il n'y a rien à faire puis que tout le monde se passe la balle, comme tu disais tantôt, Jérémy, on se met à se dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Puis plus on se dit ça, plus les acteurs influents, justement, dans ces dossiers-là, vont prendre des chances, comme cette politique-là, qui est encore moins subtile qu'elle l'aurait été il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Puis comment on peut se mobiliser contre ça? Nous, on parle de marginalité sur ce podcast-là. On essaie d'en parler pour, justement, rejoindre les gens. Tu reviens d'une manif, Jérémy. Ouais. Comment tu vois ça, la manif? Est-ce que tu sens que ça... Est-ce que c'est encore d'actualité, faire des manifestations? Est-ce qu'on sent qu'il y a d'autres manières d'agir? Ou est-ce que tu sens que tu réponds à quelque chose quand vous allez faire ça avec le Rapsim, d'organiser plus en participer souvent? Ben, je pense que ça fait partie
Ben, faut se dire aussi à quoi ça sert la manif. T'sais, on a tout le temps des revendications, mais... On remet tout... on définit c'est quoi, cohabiter, le SPVM, manifester, donc épisode dictionnaire. Ouais, c'est ça. J'étudie en socio à temps partiel, fait que des fois, ça ressort un peu aussi. Fort que nous, hein? C'est ça. Mais, tu sais, c'est ça, manifester... ce matin, on manifestait... le titre de la manifestation, c'était « Face à l'injustice, bloquons l'intolérance ». Puis ça vient de me popper, c'est vraiment la discussion qu'on a en ce moment, tu sais. L'intolérance n'est pas une solution aux injustices, il faut s'attaquer aux injustices. Fait que je pense que sur le qu'est-ce qu'on peut faire, ben de mettre de la pression sur les instances des 3 types de gouvernement, là, puis ça peut prendre plein de formes, dépendamment de si on est une personne seule ou un groupe ou... Vous collaborez beaucoup avec ces instances-là quand même, Oui, à titre nous, du RAPSIM. Est-ce que vous sentez que vous êtes entendu réellement ou vous êtes souvent cité dans des collaborations, des consultations qu'il y a eu? Est-ce que vous sentez que votre opinion est réellement prise en compte? Ça dépend où pis quand. Je pense que oui, tu sais, ça sert pas à rien, ça c'est sûr. On a des rencontres, on a des possibilités de faire valoir nos points puis de soit bloquer des attaques aux communautés marginalisées ou des fois de faire des petits gains. Mais c'est sûr que il y a plein de choses qui nous aident, dont l'opinion publique favorable. Puis quand les gens qui sont à l'extérieur du RAPSIM se mobilisent, soit concrètement en prenant la rue ou de d'autres manières, ou juste que le monde en parle autour d'un souper de famille, ça ne dormait pas de bon sens, la politique anti-foulonnage de la STM, tu sais. Fait qu'il y a ça la solidarité là, que je parlais tantôt, de la créer un peu à petite échelle dans tous les milieux. Je pense que ça vaut la peine, ça peut aider. Là, c'est sûr qu'on est dans une période où il y a beaucoup d'attaques peut-être contre le milieu, d'où l'importance d'être solidaire, de peut-être aller voir dans vos quartiers c'est qui les groupes communautaires qui sont là. Souvent sont subtils, puis les bons coups de la cohabitation, c'est un peu ça aussi, tu sais, ça fait des dizaines d'années qu'ils sont implantés dans leur communauté. Fait que c'est une bâtisse ici qu'on connaît pas, mais qui fait ça depuis tant d'années. Fait que tu sais, de suivre les groupes de son quartier sur les réseaux sociaux, d'aller des fois à des barbecues de groupes communautaires, des blitz de récupération de matériel de consommation. S'implanter dans son quartier un peu, là, je dirais. Être bénévole sur un conseil d'administration d'un organisme communautaire pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, parce que je pense que c'est un autre mot qu'on aurait pu définir. Qu'est-ce que le communautaire? Parce que je pense que plein de gens qui ne savent pas c'est quoi, puis on n'apprend pas ça à moins de tomber dedans, puis de réaliser que, ça existe. Ouais. Puis que je ne savais pas des choses par rapport à comment la ville, la province se fait gérer réellement, là, parce que je pense que c'est beaucoup cette dévotion communautaire-là qui vient soutenir puis s'assurer justement qu'il demeure quand même un filet de sécurité en urgence auprès des personnes les plus marginalisées. Ouais. Parce que c'est ça. Je pense qu'il y a des actions qu'on peut mettre en place et tout ça, mais au final, ça revient à ce tissu social-là qui est créé par la communauté, qui a été illustré dans le dernier épisode, justement, là, par ce lien-là social qu'on a vu et entendu à l'écran, je pense, entre 2 personnes qui, intervenantes et intervenues un peu, qui ont forgé une réelle relation. Puis je pense que c'est ce qui se passe dans le communautaire. Il y a des réelles relations qui se passent. Puis c'est pas de la tokenisation pour juste dire qu'on implique les personnes. On veut vraiment le bien-être de ces personnes-là. Puis je pense que tout le monde gagne à ce que ça arrive. Absolument. Ouais. C'est ça qu'il faut... C'est ça. Faut catcher ça. Oui, puis tu sais, je pense que des regroupements comme le RAPSIM, c'est super important parce qu'il ramène la question politique des phénomènes sociaux. Puis je pense qu'il faut... il faut commencer à mettre plus d'emphase sur politiser les problèmes, les phénomènes sociaux. Ouais. Puis en fait, ça, c'est l'idée que c'est... en fait, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné par
tout ce qui se passe dans la société. Je pense qu'on s'est renfermés beaucoup les uns sur les autres, dans les maisons, les portes fermées. Mais puis je pense que ce qui dérange de la marginalité puis de la présence des jeunes marginalisés dans l'espace, c'est qu'on voit en fait ce qui ne va pas dans la société. Puis je pense que nous, on va continuer à montrer parce que c'est important, c'est important que les gens y sachent. Puis surtout quand on parle des jeunes puis des mineurs, souvent on va dire « Ah, ben ça, sont mineurs, c'est la responsabilité du ministère de la Santé et des services sociaux, ça nous concerne pas. » Mais je pense que les jeunes ont autant de droits que les autres adultes dans la société. Puis je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on continue à mettre de l'avant, à repolitiser la question de la jeunesse à travers des regroupements comme le RAPSIM. Merci le RAPSIM d'exister. Merci En Marche d'exister. On essaye. Sans vous, nous ne sommes rien. J'aimerais nous laisser sur cette belle fin, mais puis je m'étais promis de faire ça le plus court possible, mais je peux pas m'empêcher. Tu as abordé l'idée d'imputabilité, puis j'ai peut-être envie de ramener ça, cette idée que tantôt tout le monde se passe la balle. Qui est réellement imputable de tout ça? Parce que je pense que tout le monde va se dire, est-ce que c'est la STM par rapport à cette politique-là? Ah, mais la STM va dire, c'est pas notre mission, nous on fait pas ça, nous c'est du transport. Fait que c'est la ville. Est-ce que c'est la ville? Est-ce que la ville va dire, ouais, mais c'est les citoyens qui viennent nous dire qu'ils ont besoin de cohabitation sociale? Les citoyens vont dire, ah, là, ça ne nous concerne pas et tout. Puis là, on va dire, c'est les organismes communautaires. Est-ce qu'ils peuvent ouvrir plus de place? Puis dans le fond, ça réglerait le problème. Qu'est-ce que vous pensez, le RAPSIM, de ça? Est-ce que c'est une question de place dans les refuges? Si toutes les places doublent tout d'un coup, triple, whatever, est-ce réglé le problème? Si c'est juste ça. Ouais. La réponse courte, c'est non. Non. La réponse semi-longue. La réponse... Ouais, OK. La réponse semi-longue, c'est non, mais il manque effectivement de ressources, mais de différentes ressources puis différents types de ressources. Pas juste un lit. Pas juste un lit, pas juste une chaise Adirondack dans une pièce chaude comme les halles de chaleur. Ouais, pas juste les besoins de base, d'urgence, parce que sinon, tu te retrouves dans la même situation le lendemain. Ouais, exact. Fait que, tu sais, des ressources comme En Marge, des ressources, des logements sociaux avec soutien communautaire en logement social, fait qu'avec des intervenantes qui sont là, des projets qui sont plus transitoires, de moyen à long terme, du logement social permanent aussi, des maisons de chambre, des sites de consommation supervisés. Là, je retourne comme plus aux personnes qui consomment, qui peuvent être aussi en appartement. Fait que c'est ça. Ça prend une multiplicité de ressources parce qu'il y a une multiplicité de personnes qui ont une multiplicité de besoins. Ce serait ma réponse semi-courte. J'ai envie d'avoir la longue, là, mais regarde, j'irai sur le site du RAPSIM, c'est sûrement présent quelque part. Toi, alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr que c'est des phénomènes complexes. Mais je pense que je vais toujours ramener ça au lien social. Pour moi, c'est fondamental. Parce que, tu sais, il faut faire attention aussi à... L'idée, c'est pas juste de parquer des gens dans des logements puis dire le problème est réglé. Absolument. Puis je pense qu'on le voit, l'invisibilisation des phénomènes sociaux, de se dire, on le voit plus, fait qu'il doit plus avoir de problème. Ouais. Moi, ça me fait donc du bien parce que là, je peux aller travailler, puis j'en vois pas de personnes dans la rue, puis j'en vois pas de monde qui sont là puis qui ont l'air d'en arracher. Fait que, tu sais, nous, c'est sûr que pour moi, c'est fondamental de se dire, continuons d'être là les uns pour les autres, puis d'être visibles. Je pense qu'il faut continuer d'être visible, puis faut continuer d'occuper la place publique. Faut encourager les initiatives qui se réapproprient l'espace public, puis qui permet la rencontre des citoyens puis des citoyennes de tout milieu. Mais ça. C'est une belle réponse, puis on comprend, là, si vous n'avez pas nécessairement envie de vous impliquer directement sur le terrain, tu sais, moi, ça me parle pas d'aller directement soutenir une personne en situation d'itinérance, c'est bien correct, mais je pense qu'il y a plein d'autres manières d'aider un peu à ouvrir les horizons de certaines personnes. D'abord, commençons par ouvrir les nôtres, des choses qu'on connaît pas, même si on travaille dans le milieu, fait que c'est bien de rester éveillé, mais
aussi d'en parler. Tu sais, je pense que d'ouvrir le sujet pour peut-être réaliser c'est quoi nos biais cognitifs, c'est quoi les angles morts, c'est bien important. Parce qu'on pense toujours tout le monde pense qu'il a raison. Puis sinon, les gens n'agiraient pas comme ils agissent. Ouais, effectivement. Voilà. Alors, je pense qu'on va mettre fin parce que sinon, on va avoir les réponses longues. Ouais. Je pense qu'on a déjà dépassé l'épisode 3.5 de Maudite Marge. Parce que vraiment une suite de l'autre épisode un peu plus large quand même dans les enjeux. Mais je trouve que ça a été vraiment super le fun de vous avoir pour faire cette continuation puis parler un peu d'actualité parce que justement, c'est d'adon, ça tombe bien. Puis parlant d'actualité, Rapsim, c'est votre 50e bientôt? Oui. En fait, on est né en 1974. Fait que notre 50e, il dure 1 an. Puis, La célébration du 50e. Exact. Puis le 10 avril, en fait, je pense à ça, il y a le lancement d'une publication chronique des itinérances montréalaises au Théâtre Paradoxe. Il y a les informations là, sur nos réseaux sociaux. C'est ouvert à tout le monde, puis c'est gratuit, cette partie-là de la soirée. Fait que, on va mettre toutes les infos dans la description du podcast. RAPSIM, si vous cherchez sur Google, c'est assez simple, vous devrez pouvoir trouver ça. Donc, est-ce que n'importe qui peut y aller? Oui. Ben, c'est merveilleux. Et puis en marge, on continue de faire nos beaux projets. On a plein de projets artistiques en cours avec les jeunes, puis on continue d'avoir du fun au quotidien. Oui, c'est triste, oui, c'est difficile, il y a beaucoup de détresse, mais aussi on a beaucoup de plaisir. Puis on passe du bon temps avec ces jeunes, puis on continue. Je pense que c'est le meilleur mot de la fin qu'on n'aurait pas pu avoir. C'est pas juste de la pitié puis de la détresse. Il y a tellement de beaux moments aussi. Donc, merci d'avoir été avec nous pour Maudite Marge. On se revoit dans 2 semaines, normalement, pour un prochain épisode. Bye!